theme, actually. What? Oh, everybody! It's the flavor of that mud that I'm stuck in there. Room here. Take turn. Easy. Because you're just the bad guy who wrecks the bit. That's why I came straight here, Chappie. Our mission is strong. Okay there, Spence, get out. Me and your big boy slacks, keep it to yourself. Stop it! So stick to the program, soldier. Right, aye. History will long revere your courage and sacrifice. Prayers is technically closed while we're trimming. Weekend break, good boy. Hey, what? The thing is, it's my ticket to a better life. I can't say that I do, man. But now the arcade is closed. So it's time to watch the space Miyazaki! Snow and a rainbow! They won the race.
Dans la salle d'arcade, chaque personnage connaît sa place. Les joueurs arrivent, glissent une pièce, choisissent un écran, puis repartent avec le souvenir d'un héros. Mais lorsque les lumières s'éteignent et que les machines restent seules, les personnages continuent d'exister. Ils se retrouvent dans les multiprises électriques, traversent les câbles pour rendre visite à leurs voisins et discutent de leur vie comme des collègues après la fermeture. Dans ce monde caché, le plus malheureux s'appelle Ralph. Depuis 30 ans, il accomplit le même travail. Il détruit un immeuble. Le héros Fix-It Felix le répare, les habitants remercient Félix et l'expulsent, lui, vers le tas de boue où il passe ses nuits. Ralph est le méchant du jeu d'arcade Fix-It Felix Jr., mais il n'a pas choisi ce titre. Il habite dans une souche d'arbre au pied de l'immeuble, loin de la fête organisée au sommet pour célébrer Félix. Chaque soir, il regarde les lumières du bâtiment, écoute la musique de la fête et voit les habitants danser avec leur réparateur préféré. Il n'est pas jaloux d'un simple score. Ce qu'il désire, c'est une preuve qu'il compte autant que les autres. Une médaille, une place à table, ou même un appartement qui ne ressemble pas à une punition. Au début, la comédie repose sur une idée très simple. Un personnage programmé pour être détesté peut-il demander à être aimé ? Ralph n'est pas innocent. Quand il frappe le mur, il le fait avec une colère réelle, et les habitants ont de bonnes raisons de le fuir. Pourtant, sa violence appartient aussi à la règle du jeu. Sans lui, Félix n'aurait rien à réparer, et le jeu lui-même ne fonctionnerait plus. Le paradoxe est déjà là. Ralph est indispensable à l'existence de la communauté, mais la communauté ne veut jamais le reconnaître. Le soir de la réunion des méchants anonymes, Ralph quitte son jeu et se rend dans Pac-Man, puis dans d'autres bornes, pour chercher une réponse. Les méchants de jeux vidéo se réunissent dans une salle sombre et parlent de leurs problèmes. Le principe est presque celui d'un groupe de soutien. Chacun répète qu'il est un méchant, mais qu'il n'est pas obligé de rester prisonnier de cette identité. Ralph écoute, sceptique, puis prononce la phrase qui résume tout son malheur. Il ne veut plus être le méchant. Les autres lui répondent que le seul moyen de changer est de s'accepter. Mais Ralph entend surtout qu'on lui demande de renoncer à son rêve. À la fin de la réunion, il aperçoit une médaille accrochée dans une affiche de promotion du jeu Heroes Duty. Le jeu est moderne, sombre, rempli de soldats en armure et d'insectes extraterrestres. Ralph comprend immédiatement ce qu'il doit faire. S'il revient avec une médaille, les habitants de son immeuble devront reconnaître qu'il peut accomplir quelque chose de noble. Il ne demande pas à devenir un autre personnage. Il veut simplement rapporter une preuve depuis un endroit où personne ne le connaît encore. Ce choix paraît enfantin, mais il lance toute l'histoire. Ralph quitte son propre jeu sans prévenir Félix. Dans une salle d'arcade, un départ pareil est dangereux. Les personnages peuvent emprunter les câbles, mais ils restent liés au fonctionnement de leurs bornes. Si un jeu est déclaré hors service, tous ses habitants risquent d'être considérés comme des erreurs à éliminer. Ralph pense à sa médaille, pas aux conséquences. C'est sa première faute, et elle naît d'un besoin parfaitement compréhensible, être vu. Dans Heroes Duty, Ralph découvre un univers qui n'a rien à voir avec son immeuble coloré. Les murs sont métalliques, la lumière est froide, et la commandante Calhoun dirige ses soldats comme une force en état d'urgence permanent. Ralph n'a aucune idée de la manière dont le jeu fonctionne. Pour lui, il suffit de grimper, de frapper quelques ennemis et de prendre la récompense. Pour Calhoun, chaque mouvement d'un inconnu qui ne respecte pas les règles met la mission en danger. La commandante poursuit les Sea Bugs, des créatures qui se multiplient en absorbant les caractéristiques des jeux qu'elles envahissent. Elles ne sont pas seulement des ennemis à éliminer. Elles représentent une contamination. Si l'une d'elles sort de Heroes Duty, elle peut se répandre dans toute l'arcade. Ralph ignore cette règle lorsque, dans le chaos d'une bataille, il attrape une médaille et s'échappe par une capsule de secours. Il ne remarque pas qu'un Sea Bug s'est accroché à lui. La créature tombe avec lui dans un autre jeu, Sugar Rush, une course de cartes sucrées où les routes ressemblent à des gâteaux, les arbres à des sucettes et les voitures à des bonbons géants. Ralph atterrit dans un endroit qui semble fait pour la joie, mais il n'y trouve pas immédiatement sa médaille. Elle glisse entre les mains de Vanellope von Schwitz, une petite pilote que tous les autres concurrents traitent comme un défaut de programmation. Vanellope est rapide, insolente et capable de se téléporter par à-coups, comme si son image sautait d'une position à une autre. Les autres coureurs l'appellent un glitch. Ils refusent de la laisser participer à la course et la chassent dès qu'elle s'approche de leur car. Lorsqu'elle vole la médaille de Ralph, elle ne comprend pas sa valeur sentimentale. Pour elle, cette pièce brillante est simplement le moyen d'acheter une inscription à la course. Ralph veut récupérer son trésor. Vanellope veut enfin franchir la ligne de départ. Leur rencontre oppose donc deux personnages que leur monde a définis par une étiquette. Méchant pour l'un, Bug pour l'autre. Ralph essaie de reprendre la médaille, mais Vanellope l'utilise pour fabriquer un kart. Elle obtient le droit de participer au tournoi, même si son nom n'apparaît pas sur la liste officielle.
Ralph la poursuit à travers les décors de sucre, détruisant des éléments du circuit dans une scène où son talent de méchant devient presque utile. Il finit par être capturé par les gardes de King Candy, le souverain de Sugar Rush. Vanellope s'enfuit avec le kart et laisse Ralph enfermé. King Candy se présente comme un roi protecteur. Il affirme que Vanellope est dangereuse pour le jeu, parce que son glitch pourrait provoquer un dysfonctionnement. Ralph, qui veut seulement rentrer avec sa médaille, accepte d'abord cette explication. Il se reconnaît dans la peur des habitants de son propre immeuble. Peut-être que certains personnages sont vraiment faits pour rester à l'écart. Mais une première fissure apparaît lorsque Vanellope montre qu'elle ne cherche pas à détruire Sugar Rush. Elle veut simplement courir. Ralph finit par retrouver Vanellope dans une grotte cachée. Au lieu de lui arracher la médaille, il accepte de l'aider à construire un véhicule. Leur marché est clair. Elle l'entraîne pour la course, il l'aide à atteindre la ligne d'arrivée, puis elle lui rend la médaille. Cette alliance transforme la relation entre eux. Ralph reste maladroit et égoïste, Vanellope reste provocante, mais chacun découvre une personne qui comprend le rejet de l'intérieur. Pour obtenir les pièces nécessaires aux cartes, ils s'introduisent dans l'usine de sucre. La séquence garde le ton du jeu vidéo. Plateforme, pièges, poursuites et couleurs éclatantes. Mais chaque gag contient aussi un enjeu. Ralph se sert de sa force brute pour ouvrir des passages, tandis que Vanellope utilise son glitch comme une capacité plutôt que comme une honte. Quand elle disparaît puis réapparaît quelques mètres plus loin, le défaut que les autres méprisent devient la seule compétence capable de les sauver. Pendant ce temps, Félix comprend que Ralph n'est pas revenu dans Fix-It Félix Jr. Il quitte sa borne pour le chercher. Son départ est aussi grave que celui de Ralph, mais Félix ne le fait pas pour obtenir une récompense. Il veut réparer la situation, comme toujours. Son marteau magique peut restaurer presque tout ce qu'il touche, pourtant il ne sait pas réparer une relation qui s'est abîmée avant même qu'il accepte de la regarder. Félix arrive dans Heroes Duty et rencontre Kaloun. Elle croit d'abord qu'il est un intrus inutile, puis découvre que son marteau peut réparer les dégâts causés par les cybugs. Leur association produit une comédie de contraste. Kaloun parle de stratégie, de menaces biologiques et de défense militaire, tandis que Félix reste poli, optimiste et presque incapable d'imaginer le pire. Mais derrière l'humour, le film fait se rencontrer deux formes de solitude. Kaloun s'est enfermée dans son rôle de commandante. Félix s'est enfermé dans sa gentillesse. Ralph et Vanellope, eux, sont encore en train d'apprendre à ne plus se laisser définir par les autres. Quand Ralph et Vanellope testent leurs cartes, ils ne disposent que de quelques heures avant la course officielle. Le véhicule est bancal, les roues ne tiennent pas bien et Vanellope ne sait pas encore contrôler son pouvoir. Ralph transforme une vieille carrosserie en machine suffisamment solide pour prendre le départ. Il devient pour elle une sorte de grand frère improvisé, même s'il refuse ce mot. Leur entraînement est drôle parce qu'il est chaotique, mais il est aussi le premier moment où Ralph reçoit une responsabilité qui ne consiste pas à casser quelque chose. King Candy intervient avant que Vanellope ne puisse participer. Il explique à Ralph que si elle franchit la ligne d'arrivée, son image deviendra visible dans la sélection des personnages et le glitch de Sugar Rush révélera une anomalie dangereuse. Il offre à Ralph une autre médaille, comme si une copie pouvait remplacer celle que Vanellope a utilisée. Ralph croit alors qu'il peut régler le problème sans trahir son ami. Il récupère la médaille, retourne dans son jeu, et chacun reprend sa place. Pourtant, au moment décisif, King Candy révèle ses véritables intentions. Il ne veut pas protéger Sugar Rush. Il veut contrôler l'histoire du jeu. Vanellope possède une identité qui menace son pouvoir, et son glitch n'est pas une maladie. Il est la trace d'un personnage dont le monde a été réécrit. Cette révélation donne un autre sens à toutes les scènes précédentes. Les coureurs ne la détestent pas parce qu'elle est réellement dangereuse, mais parce qu'ils répètent une version du passé imposée par leur roi. Ralph ne comprend pas encore toute la conspiration, mais il voit assez pour savoir qu'il a été manipulé. En tentant de détruire le kart de Vanellope, il commet une nouvelle faute. Il agit sous la pression d'un mensonge et croit protéger l'équilibre général. Vanellope le regarde faire et comprend qu'il vient de devenir, pour elle, la même personne que les autres. Quelqu'un qui décide à sa place ce qu'elle a le droit d'être. La médaille cassée, le kart détruit et la confiance brisée, Ralph retourne vers son jeu. Il croit avoir échoué dans les deux mondes. Mais la catastrophe de Heroes Duty commence à se propager. Le cybug qui l'a ramené s'est multiplié. Les créatures s'infiltrent dans Sugar Rush et transforment le décor en terrain de chasse. La couleur sucrée n'empêche pas la menace d'être réelle, elle la rend seulement plus étrange. Les pixels se déforment, les ennemis apparaissent dans les murs et chaque collision peut agrandir l'invasion. À ce moment, le film relie les trois jeux. Ralph, Félix, Kaloun et Vanellope ne sont plus des visiteurs dans des univers séparés. Leurs décisions ont créé un danger commun. Ralph comprend que sa médaille n'a jamais été le vrai sujet. Il voulait que sa communauté le considère comme un héros,
mais son désir a ouvert une porte à une menace capable de détruire toutes les bornes. Sa recherche de reconnaissance a produit exactement le genre de chaos que les autres associent à son nom. Calhoun explique qu'un cybug ne peut pas être vaincu par une simple attaque. Il faut l'attirer vers la lumière de la balise située au sommet de Sugar Rush et déclencher une explosion qui détruira toute la colonie. Le plan est dangereux, parce que la ville entière pourrait être ravagée. Félix répare le kart et les infrastructures. Vanellope conduit. Ralph doit trouver une manière d'atteindre la balise malgré les créatures. La course finale commence alors que l'invasion est déjà en cours. Les concurrents foncent sur le circuit sans comprendre que les obstacles ne sont plus des éléments programmés. Les Seabugs surgissent entre les arches de sucre, s'agrippent aux véhicules et changent de forme. Vanellope utilise ses sauts de glitch pour passer d'une voie à l'autre. Son mouvement, autrefois moqué, lui donne un avantage unique. Elle ne conduit pas malgré son défaut. Elle conduit grâce à lui. Ralph poursuit King Candy, qui tente de l'empêcher d'atteindre Vanellope. La confrontation révèle que le roi est en réalité Turbo, un ancien personnage d'arcade obsédé par la popularité. Après avoir quitté son jeu pour prendre le contrôle d'une autre borne, il a été considéré comme un virus et a appris à se cacher derrière une nouvelle identité. Il a réécrit Sugar Rush pour conserver le pouvoir et effacer Vanellope de la mémoire des autres. Son histoire fait écho à celle de Ralph, mais le résultat est opposé. Ralph souffre d'être rejeté et cherche l'affection. Turbo transforme sa peur de l'oubli en domination. Ralph affronte Turbo dans un décor qui se désagrège. Il pourrait encore choisir la médaille, la victoire personnelle ou la vengeance. À la place, il se jette dans le danger pour sauver Vanellope. Cette décision ne le rend pas soudainement parfait. Elle montre simplement qu'il est capable de donner la priorité à quelqu'un d'autre, même lorsque personne ne le regarde et qu'aucune récompense ne l'attend. Vanellope atteint la ligne d'arrivée. Son identité se rétablit dans le jeu et les souvenirs des habitants reviennent. Il découvre qu'elle était la véritable princesse de Sugar Rush, non pas une erreur. King Candy est absorbé par le Seabug qu'il voulait contrôler, tandis que l'essaim entier se dirige vers la balise. Ralph grimpe jusqu'au sommet et fait tomber le dernier morceau de roche nécessaire pour activer la lumière. L'explosion détruit les créatures, mais Ralph est projeté dans le vide. Il ne meurt pas. Les héros de l'arcade se rassemblent pour le sauver grâce à des centaines de morceaux de gâteaux et de confiseries, qu'ils empilent comme une plateforme improvisée. La scène est spectaculaire, mais son émotion vient d'un geste collectif. Au début, Ralph était tenu à distance du groupe. À la fin, tout le monde participe à son retour. Ce n'est pas une récompense qu'il a gagnée par la force, c'est une place qu'il a rendue possible en choisissant de protéger un autre personnage. Vanellope devient la reine de Sugar Rush et conserve son pouvoir de glitch. Elle invite Ralph à revenir la voir, mais elle ne lui promet pas de changer son identité. Ralph retourne dans Fix-It Felix Jr. avec une compréhension nouvelle de son rôle. Il détruit toujours l'immeuble. Félix le répare toujours. La différence est que les habitants ne voient plus cette boucle comme une condamnation absolue. Ralph reçoit désormais une forme de respect, non parce qu'il a cessé d'être le méchant, mais parce qu'il a prouvé qu'un rôle n'épuise pas une personne. La fin du film repose sur cette idée de fonction. Dans un jeu vidéo, chaque personnage est défini par un nombre limité d'actions. Ralph frappe, Félix répare, Vanellope court, Calhoun commande. Le récit ne prétend pas abolir ces règles. Il montre que la valeur d'un personnage se révèle dans la manière dont il choisit d'utiliser sa fonction. La force de Ralph peut détruire un mur ou ouvrir un passage. Le glitch de Vanellope peut dérégler une course ou lui permettre de gagner. Une capacité n'est jamais entièrement bonne ou mauvaise. Elle dépend de la relation qu'un personnage entretient avec elle. Cette conclusion éclaire aussi le lien entre Ralph et Félix. Pendant 30 ans, ils ont vécu dans une position écrite d'avance. Ralph pensait que Félix lui volait la vedette, alors que Félix ne comprenait pas ce que Ralph lui reprochait. Le jeu les avait placés dans une mécanique de rivalité, mais cette mécanique n'exigeait pas qu'ils se haïssent hors écran. Leur amitié finale ne supprime pas le conflit comique qui fait fonctionner la borne. Elle lui donne une autre dimension. On peut jouer un adversaire sans devenir l'ennemi de la personne qui vous fait face. Calhoun et Félix connaissent une évolution parallèle. Calhoun ne renonce pas à son sérieux, et Félix ne devient pas un soldat. Ils apprennent à laisser entrer quelqu'un dans une vie entièrement organisée autour d'un rôle. Leur relation ajoute une note romantique, mais elle reste liée au thème principal. Aucun personnage ne devrait être réduit à la première impression que son jeu produit. Le dernier regard vers la salle d'arcade ne montre pas un monde transformé en utopie. Les machines continuent de tourner, les joueurs continuent de faire des scores, et les personnages continuent de recommencer leur scène. La différence se trouve dans les espaces entre les parties. Les habitants savent maintenant que les rôles peuvent être traversés, que les frontières entre les jeux peuvent être dangereuses mais aussi fécondes, et que l'on peut revenir chez soi avec une histoire impossible à raconter à l'intérieur de sa propre borne.
Wreck-It Ralph est donc une aventure sur le besoin d'être reconnu, mais aussi sur le piège de la reconnaissance. Ralph croit d'abord qu'une médaille résoudra tout. Il veut un symbole extérieur parce qu'il ne sait pas encore regarder les conséquences concrètes de ses choix. Vanellope, de son côté, veut gagner une course pour prouver qu'elle existe. Tous deux cherchent un verdict public. Ce qu'ils découvrent est moins spectaculaire et plus solide. L'identité se construit dans les actes répétés, dans les alliances, dans les responsabilités assumées lorsque la récompense disparaît. Le film parle également de nostalgie sans transformer les anciens jeux en musées immobiles. Fix-It Felix Jr. rappelle les bornes classiques, avec ses graphismes simples et sa boucle lisible. Heroes Duty caricature les jeux de tir modernes, leurs soldats grimés et leur intensité militaire. Sugar Rush mélange les jeux de course et les mondes de friandises. Ces univers ne sont pas seulement des décors de référence. Ils permettent de comparer des façons de jouer et de raconter. Ralph passe d'un écran à l'autre comme un personnage ancien qui découvre que le jeu vidéo a changé autour de lui. La réussite de cette idée tient au fait que les références restent au service des personnages. Reconnaître un uniforme, une musique ou une silhouette peut provoquer un sourire, mais l'histoire continue même si l'on ne connaît pas tous les jeux cités. La salle d'arcade devient un monde cohérent parce que chaque borne possède ses règles, sa hiérarchie et sa manière de distribuer la gloire. La nostalgie n'est pas un inventaire, c'est une question. Que devient celui qui a été créé pour une autre époque ? La fabrication du film renforce cette réflexion. Réalisé par Rich Moore pour Walt Disney Animation Studio, Wreck-It Ralph est sorti en 2012, à un moment où l'animation numérique pouvait déjà créer des mondes très détaillés, mais où le film choisit de conserver des silhouettes et des règles immédiatement lisibles. Les voix principales sont portées par John C., Ray pour Ralph, Sarah Silverman pour Vanellope, Jack McBrayer pour Felix et Jane Lynch pour Calhoun. Le contraste entre leurs interprétations donne une personnalité claire à chaque univers. Ralph a une lourdeur touchante, Vanellope une énergie imprévisible, Felix une douceur presque lumineuse et Calhoun une précision militaire. Le scénario est associé à Phil Johnston et Jennifer Lee, avec une histoire qui s'appuie sur un concept de crossover mais qui organise progressivement les références autour d'une blessure intime. Le risque d'un tel projet était de transformer chaque apparition en simple clin d'œil. Le film évite souvent ce piège en donnant à ses caméos une fonction de milieu. Les méchants se réunissent parce qu'ils partagent une identité imposée, les héros circulent parce que l'arcade possède ses propres routes, et les mondes se rencontrent, parce qu'une règle de sécurité a été brisée. La musique et le montage accompagnent cette différence de température. Fix-It Felix Jr. fonctionne comme une ritournelle. Heroes Duty accélère avec des textures de combat, Sugar Rush déroule des couleurs et des mouvements élastiques. Le spectateur comprend où il se trouve avant même que l'intrigue explique chaque règle. C'est une qualité importante dans un récit qui change plusieurs fois d'univers. La forme aide à maintenir la clarté lorsque les enjeux deviennent plus grands. Le film a été accueilli comme une aventure familiale, mais son sujet n'est pas réservé aux enfants. Beaucoup de personnages adultes connaissent cette sensation de rester enfermés dans une fonction professionnelle, familiale ou sociale. On peut être indispensable et pourtant peu considéré. On peut être connu pour une erreur ancienne au point que chaque nouvelle action soit interprétée à travers elle. Ralph rend ce malaise visible sous une forme comique. Il est littéralement programmé pour être applaudi seulement quand quelqu'un d'autre gagne. Vanellope ajoute une autre nuance. Elle n'est pas seulement une enfant rejetée. Elle vit dans un monde où tout le monde conserve une mémoire fausse de son histoire. Son problème n'est donc pas de convaincre quelques rivaux, mais de récupérer une réalité collective. Lorsque la ligne d'arrivée restaure sa place, la victoire est à la fois personnelle et politique. Elle ne gagne pas le droit d'être elle-même. Elle révèle qu'on le lui avait volé. King Candy, ou Turbo, sert de mise en garde contre une solution trop facile. Il a lui aussi été oublié, et cette douleur pourrait susciter la compassion. Pourtant, il répond à l'oubli par le contrôle, la falsification et l'élimination de ceux qui menacent son récit. Le film ne dit pas que tous les exclus deviennent dangereux. Il montre plutôt qu'une blessure ne justifie pas automatiquement les moyens choisis pour la réparer. Ralph et Turbo partagent un besoin, mais pas une réponse. La logique des Seabugs rend cette opposition concrète. Une créature qui absorbe les propriétés des jeux devient de plus en plus difficile à contenir. Elle transforme la curiosité de Ralph en menace systémique. Là encore, la catastrophe ne vient pas d'un mal abstrait introduit de l'extérieur. Elle vient d'une règle connue trop tard et d'un désir qui refuse de regarder ses conséquences. Ralph ne voulait pas détruire l'arcade, il voulait seulement entrer dans un autre monde. Le film prend cette intention innocente au sérieux, sans effacer la responsabilité qui l'accompagne. La scène où Ralph détruit le kart de Vanellope mérite une attention particulière. Il ne la frappe pas, il ne la livre pas à King Candy, et il pense même qu'il agit pour la protéger.
Mais pour elle, le résultat est identique à celui d'une trahison. Son rêve est brisé par quelqu'un qui prétend savoir mieux qu'elle ce qui est bon. Cette erreur force Ralph à comprendre qu'aimer quelqu'un ne donne pas le droit de choisir à sa place. La réparation ne peut pas être une excuse, elle doit prendre la forme d'un risque assumé. Lorsque Ralph retourne finalement sauver Vanellope, il ne récupère pas sa médaille. Il abandonne l'objet qui représentait son désir initial. Ce détail donne sa vraie structure à l'arc du personnage. Dans le premier acte, Ralph imagine qu'il doit posséder une preuve pour être accepté. Dans le dernier, il accepte de perdre cette preuve pour préserver une relation. Le changement n'est pas annoncé par un discours théorique. Il est visible dans ce qu'il tient, ce qu'il lâche et la direction dans laquelle il saute. La médaille reste pourtant importante jusqu'à la fin. Elle devient le témoin matériel d'une promesse mal comprise. Ralph l'a obtenue en entrant dans un jeu qui n'était pas le sien, puis l'a perdue en s'alliant à Vanellope. Elle n'a pas rendu les habitants de son immeuble plus aimants. Ce sont ses choix qui ont changé leur regard. La médaille n'est pas inutile, elle est simplement insuffisante. Le film ne condamne pas le désir de reconnaissance. Il montre qu'aucun symbole ne peut remplacer une vie vécue différemment. La résolution de Sugar Rush répond aussi à une question de légitimité. Vanellope ne devient pas reine parce que le film décide de lui offrir une récompense après ses souffrances. Elle l'était déjà avant que King Candy efface ses souvenirs. La course sert à rendre cette vérité visible à toute la communauté. Son pouvoir de glitch, loin d'être supprimé, devient une partie de sa manière de gouverner. La restauration ne consiste donc pas à la normaliser, mais à permettre aux autres de la voir correctement. Pour les joueurs humains, cette histoire reste invisible. Ils pensent simplement découvrir un jeu de course amusant, un personnage secret ou une variation inattendue du programme. Cette séparation produit une ironie douce. Dans la salle d'arcade, les personnages luttent pour être reconnus, tandis que les joueurs appuient sur les boutons sans savoir qu'ils viennent d'assister à une crise politique, une amitié et une réconciliation. Mais cette ignorance n'annule pas leur importance. Les joueurs donnent aux personnages l'occasion d'exister, même s'ils ne comprennent pas toute leur vie. La suite, Ralph 2.0, élargira plus tard cette idée en envoyant Ralph et Vanellope sur Internet. Mais le premier film se suffit à lui-même parce qu'il conclut la question la plus intime. Ralph peut-il rentrer chez lui sans redevenir exactement celui qu'il était? La réponse est oui, à condition de distinguer le rôle et la valeur. Il reste le destructeur du jeu, mais il n'est plus obligé de croire que détruire fait de lui un être destructeur. On pourrait reprocher au film de résoudre certaines tensions par une réunion heureuse et une restauration des souvenirs. Les habitants de Sugar Rush changent vite d'attitude une fois la vérité révélée, et le système social de la borne n'est pas entièrement interrogé. Mais cette simplicité correspond aussi au registre du conte d'arcade. Le récit vise une résolution qui puisse être ressentie immédiatement par un public familial. Il garde toutefois une pointe de mélancolie. Même après avoir gagné sa place, Ralph devra continuer à jouer le même niveau chaque jour. Cette répétition n'est pas une punition. Elle devient un choix accepté. Dans les premières scènes, Ralph regarde le bâtiment depuis le bas et compte les années comme des preuves d'injustice. Dans les dernières, il observe la même structure avec un autre regard. Le décor n'a pas changé, mais sa relation avec lui a changé. Une histoire peut donc se terminer sans que le monde extérieur soit entièrement réinventé. Parfois, la transformation consiste à habiter la même place avec une conscience différente de ce qu'elle signifie. Le titre lui-même est une plaisanterie et une promesse. Wreck-It Ralph décrit une action, presque un ordre donné au personnage. Pourtant, tout le film demande si cette action est une identité. Ralph peut casser un mur, un kart ou une machine, mais il peut aussi utiliser cette force pour dégager une route, repousser une créature et sauver quelqu'un. Son nom ne ment pas, il ne raconte simplement pas toute l'histoire. Le dernier acte confirme ainsi les règles essentielles du monde. Les jeux sont séparés mais connectés. Les personnages peuvent voyager, mais ils doivent respecter les conséquences de leur déplacement. Les cybugs restent dangereux parce que leur nature n'a pas été adoucie pour faciliter la conclusion. La ligne d'arrivée de Vanellope restaure sa présence parce que Sugar Rush avait été construit autour d'elle. Et Ralph survit grâce à la coopération de ceux qui, au début, ne voulaient pas partager leur table avec lui. Ce qui demeure après l'aventure n'est pas seulement l'image d'un géant attendrissant. C'est une question adressée à tous ceux qui ont déjà été enfermés dans une réputation. Combien de fois faut-il agir autrement avant que les autres acceptent de vous regarder autrement? Le film ne donne pas de chiffres. Il montre que le changement commence avant la validation publique. Ralph choisit d'aider Vanellope alors même qu'il pense avoir perdu toute chance d'être aimé. C'est cette décision, plus que le sauvetage final, qui le rend digne de la place qu'il désirait. Et Vanellope, de son côté, ne devient pas une princesse docile. Elle reste rapide, moqueuse, imprévisible. Son couronnement ne retire rien à son étrangeté. Il lui donne simplement un contexte dans lequel cette étrangeté n'est plus une faute.
Le film affirme alors quelque chose de plus intéressant qu'un banal message sur la confiance en soi. La communauté doit parfois modifier sa définition de la normalité pour accueillir celui qu'elle a exclu. Le duo fonctionne parce qu'aucun des deux ne guérit complètement l'autre. Ralph n'apprend pas la délicatesse en une nuit, et Vanellope n'oublie pas la trahison du kart détruit. Leur amitié survit parce qu'ils acceptent la mémoire de l'erreur. Félix répare les objets, mais la confiance exige du temps, des choix et une présence répétée. Cette distinction donne au récit une maturité discrète. La magie peut remettre un circuit en place, pas effacer les conséquences émotionnelles d'un acte. Calhoun et Félix apportent la même leçon sous une forme plus légère. La commandante garde les cicatrices de son passé et son tempérament direct. Félix garde son sourire et son besoin d'aider. Leur relation n'est pas fondée sur une complémentarité parfaite, mais sur la possibilité de faire une place à une différence sans la corriger. Dans un univers où chaque borne assigne une fonction, aimer quelqu'un revient peut-être à accepter qu'il ne joue pas toujours la scène prévue. L'arcade devient donc une petite société où les hiérarchies sont visibles. Les frontières techniques ont des effets sociaux et la mémoire peut être manipulée. Les joueurs ne voient que les interfaces, mais les personnages vivent les conséquences de chaque mise à jour, de chaque panne et de chaque déplacement. Ce cadre permet au film de parler de travail, de réputation, de vieillissement et de mobilité, sans quitter le terrain du divertissement. Lorsque Ralph brise les habitudes de la borne, il découvre que la liberté n'est pas une absence de règles. Elle consiste à choisir quelle règle mérite d'être respectée et laquelle ne doit plus décider de votre valeur. Il ne peut pas supprimer son programme, mais il peut refuser d'en faire une prison mentale. Vanellope ne peut pas retirer son glitch, mais elle peut en faire une technique. Félix ne peut pas réparer toutes les injustices, mais il peut arrêter de croire qu'un marteau suffit à tout. La comédie du film vient souvent de ce décalage entre le langage des jeux et les problèmes humains. Un groupe de méchants parle de thérapie, un soldat sérieux se retrouve dans une course de bonbons, un roi est en réalité un pirate de borne et un géant colérique devient le gardien d'une enfant. Pourtant, les blagues ne diminuent pas les émotions. Elles permettent de les approcher sans les alourdir. Le public peut rire de Ralph avant de reconnaître pourquoi son besoin de reconnaissance fait mal. La force de John C. Reilly tient beaucoup à cette double tonalité. Sa voix donne à Ralph une puissance physique, mais aussi une fragilité immédiate. Il peut hurler qu'il en a assez et, une seconde plus tard, parler comme quelqu'un qui ne sait pas comment demander de l'aide. Sarah Silverman fait de Vanellope une présence vive, jamais réduite à la pitié. Sa tristesse existe, mais elle est entourée de blagues, de défis et d'inventions. Ses performances empêchent les personnages de devenir des exemples abstraits. Même les habitants de l'immeuble, qui paraissent d'abord cruels, sont plus nuancés qu'un simple cœur de persécuteur. Ils ont peur de Ralph parce que leur jeu leur apprend à le fuir. Ils célèbrent Félix parce que leur mécanique leur apprend à le remercier. Le système récompense l'un et punit l'autre avant toute conversation. Quand ils changent d'attitude, le film ne demande pas de les haïr pour leurs erreurs passées. Il demande de voir comment un groupe peut participer à une injustice sans avoir construit consciemment une théorie de la cruauté. King Candy, en revanche, agit avec une intention beaucoup plus précise. Il modifie les souvenirs et utilise la peur du glitch pour maintenir son pouvoir. Son mensonge est efficace parce qu'il s'appuie sur une vérité partielle. Vanellope provoque réellement des anomalies visuelles. Mais une anomalie n'est pas forcément une menace. La différence entre les deux dépend de l'usage politique qu'en fait celui qui raconte l'histoire. En ce sens, Sugar Rush parle aussi de la manière dont une communauté transforme une particularité en danger pour éviter de remettre en cause son ordre. La course finale est une résolution narrative et une démonstration de montage. Chaque personnage apporte une compétence née de son monde. Vanellope conduit dans un environnement qu'elle connaît mieux que personne. Félix répare les éléments détruits. Calhoun organise la défense et comprend la nature de l'ennemi. Ralph fournit la force nécessaire au point critique. Aucun ne peut gagner seul, et le scénario ne prétend pas le contraire. La médaille de Ralph, objet individuel, cède la place à un sauvetage collectif. Cette évolution donne aussi un sens au premier groupe de soutien des méchants. Au départ, Ralph entend que les autres ont accepté leur identité, mais il interprète cette acceptation comme une capitulation. À la fin, il comprend qu'accepter son rôle ne signifie pas accepter le mépris qui l'accompagne. Les méchants de la Réunion ne sont pas obligés de devenir des héros pour avoir une valeur. Ralph n'a pas besoin de changer de catégorie. Il a besoin de sortir du regard unique que son jeu porte sur lui. La scène où tous les personnages se réunissent pour le sauver répond à la première scène de la fête. Au sommet de l'immeuble, Ralph était seul en bas, séparé par une architecture et une convention sociale. Après l'explosion, les habitants utilisent tout ce qu'ils ont pour le faire remonter. Le mouvement vertical s'inverse. Autrefois, Ralph regardait la fête depuis le sol. Maintenant, le groupe descend symboliquement vers lui pour le ramener.
Le film n'a pas besoin de souligner cette symétrie, parce que l'image la rend évidente. Ralph ne reçoit finalement pas une médaille de remplacement. Il reçoit quelque chose de moins brillant et de plus durable, une invitation à partager les moments ordinaires. Les habitants acceptent sa présence pendant les fêtes, Félix reconnaît son importance et Vanellope lui garde une place dans son monde. La reconnaissance n'est plus liée à un exploit unique. Elle devient une relation qui se rejoue chaque jour, comme une partie d'arcade, mais avec la possibilité d'apprendre de la manche précédente. La fin de Wreck-It Ralph ne promet pas que personne ne sera plus jamais exclu. Elle montre une communauté qui a vu ses règles produire un désastre et qui a dû les reconsidérer. Sugar Rush a été sauvé parce que Vanellope a pu retrouver son identité, Heroes Duty parce que Calhoun a pu combattre l'invasion, et Fix-It Felix Jr. parce que Ralph a cessé de chercher sa valeur au mauvais endroit. Chaque jeu conserve son style, mais aucun ne peut prétendre vivre complètement isolé. Dans une salle d'arcade, le joueur choisit souvent le héros qui apparaît sur l'écran titre. Le film invite à regarder l'arrière-plan, le personnage placé en face, celui dont la fonction semble évidente et dont le nom est déjà une plaisanterie. Ralph n'est pas un héros parce qu'il devient soudainement propre, élégant ou parfaitement altruiste. Il le devient lorsqu'il accepte le coût de ses choix et agit sans garantie de récompense. Vanellope n'est pas sauvée parce qu'un autre personnage lui offre une identité. Elle la retrouve et apprend à la défendre. Félix n'est pas courageux parce qu'il cesse d'avoir peur. Il avance avec son marteau et son sourire, malgré ce qu'il ne comprend pas. Calhoun ne devient pas douce en reniant son passé. Elle découvre qu'une vie disciplinée peut encore accueillir de l'attachement. Chaque arc conserve une aspérité, et c'est ce qui rend la résolution crédible dans les limites d'un conte. Le film laisse aussi une question ouverte sur les personnages qui n'ont pas été rencontrés. Combien d'autres Ralph vivent dans les bornes, indispensables mais méprisés? Combien de Vanellope ont été classés comme des erreurs parce qu'aucun système n'avait prévu leur différence? L'histoire ne répond pas directement, et il vaut mieux qu'elle ne le fasse pas. Sa portée vient de la précision de cette petite arcade, pas d'une déclaration universelle qui remplacerait les scènes. Ce que l'on peut affirmer, c'est que Ralph revient chez lui avec une relation différente à la destruction. Au début, il détruit pour accomplir une tâche qui lui donne une excuse pour être rejeté. À la fin, il détruit lorsque cela protège quelqu'un et qu'il est prêt à être mal compris. La même action peut porter une signification opposée selon l'intention, la conséquence et le regard qui la reçoit. Le film ne sépare jamais complètement ces trois dimensions. Le retour du héros dans son immeuble possède une douceur particulière parce qu'il n'efface pas la boucle du jeu. Les habitants continueront de casser les fenêtres. Félix continuera de les réparer. Ralph continuera de tomber dans la boue. Mais la répétition est désormais accompagnée d'un lien social. Il n'a pas obtenu la vie d'un autre personnage. Il a rendu sa propre vie habitable. C'est une solution plus modeste que la transformation totale, et peut-être pour cela plus juste. On pourrait raconter Wreck-It Ralph comme une succession de mondes colorés, de clins d'œil et de poursuites. On pourrait aussi le résumer en une phrase. Un méchant veut devenir un héros. Ces descriptions sont vraies, mais elles manquent le mouvement réel du film. Ralph ne passe pas d'une identité négative à une identité positive. Il passe d'une identité imposée à une identité choisie. La différence se mesure dans les décisions, pas dans l'étiquette finale. Le récit commence avec un personnage qui demande qu'on change le scénario pour lui. Il se termine avec un personnage qui accepte de jouer sa scène autrement, puis de laisser les autres réécrire leur regard. Entre les deux, il y a une médaille, un kart, un mensonge, une invasion et une chute dans le vide. Chaque élément ramène à la même idée. Une place ne devient véritablement nôtre que lorsque nous savons ce que nous sommes prêts à risquer pour la partager. La dernière image émotionnelle n'est donc pas l'explosion des cybugs ni le couronnement de Vanellope. C'est Ralph qui regarde son immeuble et comprend qu'il n'a jamais été inutile. Son poste de méchant était une pièce de la mécanique, mais la mécanique n'avait pas le droit de lui dicter ce qu'il devait ressentir. Il peut casser le mur demain, et il peut aussi rejoindre la fête après la partie. Ces deux faits ne se contredisent plus. Le film nous laisse avec un sentiment de joie, mais une joie qui a traversé le danger et la honte. Les personnages ne sortent pas de leur jeu, ils apprennent à circuler entre leurs rôles. La salle d'arcade reste un endroit où les joueurs recommencent sans cesse. Pourtant, pour ceux qui vivent derrière les écrans, une manche peut modifier une relation, révéler un mensonge et changer la manière dont un nom sonne. Wreck-It Ralph rappelle finalement qu'un programme, une réputation ou une première impression peuvent décrire une fonction sans définir une personne. Ralph est capable de détruire. Vanellope est capable de glitcher. Félix est capable de réparer. Calhoun est capable de commander. Mais ils sont aussi capables de choisir, de se tromper, de revenir et de faire confiance. C'est cette capacité, plus que n'importe quelle médaille, qui transforme une partie répétée en véritable histoire.
Pour mesurer le chemin parcouru, il faut revenir au quotidien de Ralph avant son départ. Le jeu Fix-It Felix Jr. est construit comme une petite pièce de théâtre. Un immeuble monte au centre de l'écran. Ralph apparaît en bas, grimpe avec son marteau de démolition et frappe les fenêtres. Félix arrive ensuite avec son outil magique et remet tout en place. Les habitants célèbrent la réparation, puis la partie recommence. Cette boucle ne laisse aucune place à l'improvisation. Ralph ne peut pas décider de devenir plombier ou musicien. Il n'a même pas le droit de rester dans l'immeuble après avoir accompli son mouvement. La fête des habitants montre la violence sociale de cette mécanique sans avoir besoin d'un grand conflit. Ils ne lui disent pas seulement qu'ils n'aiment pas son travail. Ils organisent leur vie au-dessus de lui, comme si le bas du bâtiment était une zone sans habitants. Ralph est invité uniquement lorsque la borne exige sa présence. Le reste du temps, on attend de lui qu'il disparaisse. L'image est comique, mais elle évoque aussi une forme de travail invisible, celui qui rend la réussite des autres possible et qui ne reçoit jamais le crédit. Félix n'est pas un tyran dans cette première partie. Il semble même sincèrement gentil. Le problème est qu'il bénéficie d'un système qu'il n'a jamais eu besoin de remettre en cause. Les habitants l'applaudissent avant qu'il ait parlé. Son statut lui paraît naturel, comme si le jeu avait prouvé sa valeur. Il ne se demande pas pourquoi Ralph vit seul, ni pourquoi la récompense du niveau appartient toujours à la même personne. Cette innocence n'est pas malveillante, mais elle retarde la compréhension entre les deux personnages. Ralph, lui, a développé une stratégie de survie. Il transforme sa frustration en grands gestes. Il frappe plus fort, parle plus fort, prend plus de place. Comme son corps est massif et sa fonction destructive, tout le monde interprète son comportement comme une menace. Il n'a presque aucun vocabulaire pour exprimer la honte. Lorsqu'il tente de parler aux habitants, il se retrouve aussitôt au centre d'un malentendu. Le film fait rire de cette maladresse, tout en montrant qu'un personnage peut finir par jouer le rôle que les autres lui attribuent. La réunion des méchants est le premier lieu où Ralph entend des voix qui ressemblent à la sienne. Les participants ne sont pas seulement des ennemis connus des joueurs. Ils ont des souvenirs de combats, de défaites et de fin de niveau. Chacun a appris à transformer son identité en blague pour ne pas souffrir du rejet. Le rituel de la réunion leur permet de reprendre la parole, mais il possède aussi une limite. Accepter d'être un méchant ne change pas la manière dont le reste de l'arcade vous traite. Ralph quitte la salle parce qu'il veut une conséquence visible, pas une consolation. Le départ vers Heroes Duty est filmé comme une traversée de frontières. Ralph ne connaît pas les noms des câbles, les règles des bornes ou la hiérarchie des personnages. Il suit des panneaux lumineux et se fie à son instinct. Ce manque d'orientation produit des gags, mais il établit aussi que chaque univers est une culture. Ce qui paraît évident dans Fix-It Felix Jr. devient incompréhensible ailleurs. Ralph doit donc apprendre à lire un monde qu'il croyait pouvoir utiliser comme un simple décor. Heroes Duty répond à cette naïveté par une discipline extrême. Calhoun ne tolère pas les improvisations parce que les cybugs ont déjà détruit des portions du jeu. Ces soldats portent une armure lourde, utilisent des armes et suivent des instructions précises. Ralph entre dans leur environnement avec la logique d'un personnage de plateforme. Il voit une hauteur, il grimpe, il voit une récompense, il la prend. La rencontre souligne que le courage sans compréhension peut être une autre forme d'irresponsabilité. Lorsque Ralph arrache la médaille, le film ne présente pas son geste comme un vol héroïque. Il le montre comme une décision impulsive dont les effets seront retardés. La médaille a été conçue pour récompenser un joueur qui accomplit la mission, pas pour satisfaire un personnage extérieur au jeu. Ralph confond la fonction d'un objet avec la valeur qu'il pourrait avoir dans sa propre histoire. Cette confusion reviendra lorsqu'il acceptera l'offre de King Candy et croira qu'une copie peut suffire. Le Seabug accroché à Ralph agit d'abord comme un détail presque invisible. Il n'a pas la présence d'un grand méchant et Ralph ne le remarque pas. Pourtant, sa présence transforme chaque déplacement en risque. Cette créature n'est pas guidée par une haine personnelle, elle suit une logique de reproduction. Elle avance, absorbe et se multiplie. La menace devient ainsi la conséquence naturelle d'une règle biologique introduite dans un espace qui ne la supporte pas. Sugar Rush représente un choc esthétique, mais aussi un changement de tempo. Les surfaces y sont molles, les couleurs saturées et les sons plus légers. Ralph, couvert de boue et de métal, ressemble à une erreur de texture dans ce monde de confiserie. Les habitants le regardent avec la même inquiétude que les habitants de son immeuble, sauf que cette fois, il est réellement étranger. Son apparence confirme les préjugés qu'il avait commencé à subir. Vanellope lui ressemble parce qu'elle est elle aussi visuellement déplacée. Son corps se déplace par saccades. Ses contours semblent parfois se dédoubler, et sa voix arrive avant ou après son mouvement. Le jeu transforme sa différence en gag visuel, mais les autres personnages en ont fait une raison de lui interdire toute participation. Elle a donc appris à voler, mentir et se cacher. Quand elle prend la médaille, elle ne cherche pas à punir Ralph.
Elle applique la seule stratégie qui lui a permis de survivre dans sa propre communauté. Le marché entre eux fonctionne parce qu'il est d'abord purement pratique. Ralph veut sa médaille, Vanellope veut un kart. Cette base évite une amitié instantanée et trop sentimentale. Ils se disputent, se trompent et se mettent en danger avant de se faire confiance. Leur relation gagne en force précisément parce qu'elle commence pas par une admiration. Chacun doit d'abord reconnaître que l'autre possède une compétence qu'il ne peut pas remplacer. La construction du kart ressemble à un atelier clandestin. Vanellope récupère des éléments dans les réserves de Sugar Rush et Ralph les assemble avec des gestes de démolisseur. Il ne sait pas dessiner une carrosserie, mais il comprend comment les pièces tiennent ensemble. Elle ne connaît pas la mécanique, mais elle imagine une forme capable de glisser dans les virages. Leur travail combine une force et une imagination que le système officiel ne valorise pas. Le kart devient le premier objet réellement créé par leur association. Ralph apprend aussi à ralentir. Dans son jeu, la vitesse et la force sont les seules réponses disponibles. Avec Vanellope, il doit attendre qu'elle maîtrise un virage, écouter une explication et recommencer sans casser la machine. Cette patience n'est pas présentée comme une vertu abstraite. Elle est nécessaire pour que le kart fonctionne. Le film transforme donc une leçon morale en problème concret. Si Ralph frappe trop fort, le rêve de Vanellope tombe en morceaux. La scène de l'entraînement contient plusieurs échecs successifs. Vanellope rate ses trajectoires, le kart se renverse et Ralph se couvre de glaçage. Ces moments empêchent la course finale de paraître magique. Elle sera gagnée par une compétence acquise à travers des essais. Le glitch reste imprévisible, mais Vanellope commence à l'utiliser volontairement. Elle ne supprime pas l'accident, elle apprend à orienter l'accident. Pendant ce temps, Félix et Calhoun poursuivent une piste qui les conduit à comprendre la nature du danger. Félix cherche Ralph parce qu'il le considère comme un collègue, même s'il ne l'a jamais traité comme un égal. Calhoun cherche le Seabug parce qu'elle sait ce que l'invasion peut faire. Leurs objectifs se rejoignent sans être identiques. Cette différence les oblige à parler, et leur conversation donne à Félix une place plus active que celle du réparateur qui arrive après la catastrophe. Calhoun porte une histoire personnelle qui explique sa dureté. Elle a perdu son fiancé le jour de son mariage après une attaque de Seabug, et la créature a ensuite répété des phrases liées à ce souvenir. Le film utilise ce passé pour rendre sa méfiance concrète. Elle ne voit pas les insectes comme un simple niveau difficile. Et elle sait qu'ils peuvent transformer une scène intime en trauma permanent. Sa colère n'est pas une posture. Elle protège une blessure qui n'est jamais complètement refermée. Félix découvre cette vérité lorsqu'il entend Calhoun réciter le souvenir avec une précision douloureuse. Il ne tente pas de la réparer comme un objet. Son marteau reste dans sa main, mais il comprend qu'aucun coup ne peut supprimer ce qui s'est passé. C'est un moment important pour le personnage, habitué à résoudre immédiatement les dommages visibles. Aider Calhoun signifie ici rester présent, même lorsque la solution n'est pas technique. Dans Sugar Rush, King Candy entretient un ordre fondé sur la peur du bug. Les coureurs répètent les mêmes insultes parce qu'ils ont appris qu'un personnage défectueux menace la stabilité du jeu. Le roi n'a pas besoin de surveiller chacun d'eux. Il a construit une histoire que tout le monde raconte à sa place. Cette situation explique pourquoi Vanellope est isolée, même lorsqu'elle ne fait rien de dangereux. La rumeur agit comme un programme lancé en arrière-plan. Ralph reconnaît cette mécanique sans la comprendre entièrement. Il sait ce que cela fait d'être jugé avant d'agir, mais il a aussi participé au rejet de Vanellope lorsque King Candy lui a parlé de sécurité. Le film ne le présente pas comme un observateur extérieur des injustices. Il montre qu'un personnage blessé peut reproduire la violence dont il souffre dès qu'on lui offre une explication rassurante. La remise d'une seconde médaille par King Candy est particulièrement efficace parce qu'elle ressemble à la solution que Ralph espérait. Le roi ne lui demande pas de devenir méchant différemment. Il lui propose un objet qui semble prouver sa valeur. Ralph veut croire qu'il peut rentrer, montrer la médaille et éviter toute confrontation. Son erreur n'est pas seulement d'être naïf, c'est de préférer une sortie rapide à une vérité plus difficile sur Vanellope et sur lui-même. Lorsque le kart est détruit, la réaction de Vanellope n'est pas un simple caprice. Elle perd le seul espace qu'elle avait fabriqué sans permission. Le véhicule représente une autonomie minuscule mais réelle. Ralph ne casse pas uniquement du bois et du sucre. Il détruit un avenir que Vanellope avait réussi à imaginer. Le silence qui suit la scène donne plus de poids à l'événement que n'importe quelle explosion. Le retour de Ralph à son jeu est presque une défaite avant la catastrophe. Il porte la médaille, mais elle ne lui apporte aucune joie. Les habitants ne l'accueillent pas et Félix n'est pas là pour réparer le mur. Ralph découvre qu'un symbole gagné dans un autre monde ne peut pas remplir le vide créé par une trahison. Son retour est matériellement réussi et émotionnellement désastreux. La borne de Fix-It Felix Jr. est alors menacée de mise hors service. Les joueurs voient un message d'erreur et le propriétaire de la salle envisage de débrancher la machine.
Cette pression rend le danger plus concret. Les personnages ne risquent pas seulement une défaite dans leur univers numérique, mais la disparition physique de leur monde. Ralph comprend que sa décision a mis en jeu les maisons de tous ceux qu'il voulait impressionner. Calhoun propose de condamner Sugar Rush pour contenir l'invasion. Cette option paraît logique dans la langue de Heroes Duty. Sacrifier une zone pour sauver l'ensemble. Ralph refuse que Vanellope soit sacrifiée au nom d'une règle qu'elle n'a pas choisie. Il ne devient pas soudainement expert en stratégie, mais il sait désormais ce que cela signifie d'être déclaré indésirable pour protéger le confort des autres. La poursuite de King Candy traverse des zones où le décor se transforme. Les bonbons fondent, les rails se tordent, et les couleurs de Sugar Rush adoptent brièvement des textures métalliques contaminées par Heroes Duty. Le mélange visuel traduit la perte de frontières. Les jeux ont été conçus pour rester séparés, mais leurs règles peuvent se contaminer. L'image donne au crossover une conséquence plutôt qu'un simple plaisir de spectateur. Turbo utilise cette contamination à son avantage. Il fusionne avec les cybugs et devient une créature capable de voler, de changer de forme et de prendre l'apparence de personnages familiers. Son désir de rester au centre du jeu se transforme littéralement en capacité à occuper toutes les images. Pourtant, plus il absorbe, moins il possède une identité stable. Il a voulu être impossible à oublier et finit par devenir méconnaissable. Ralph, au contraire, accepte de redevenir identifiable. Il cesse de chercher une image prestigieuse et assume le nom qu'il a suivi depuis le début. La différence entre les deux adversaires est là. Turbo manipule les apparences pour contrôler le regard des autres. Ralph accepte une apparence imparfaite et agit malgré elle. La confrontation finale n'oppose donc pas seulement un gentil et un méchant. Elle oppose deux réponses à la peur de disparaître. Vanellope refuse elle aussi de laisser King Candy définir sa place. Lorsqu'elle retrouve les fragments de ses souvenirs, elle ne récupère pas une personnalité nouvelle. Elle reconnecte des éléments qui existaient déjà. Ses réflexes, son goût de la vitesse, son instinct pour les raccourcis. Le glitch qui la rendait incohérente devient la preuve d'une histoire interrompue. Sa restauration est une continuité retrouvée, pas une transformation en personne ordinaire. La course finale est parfois décrite comme un simple spectacle, mais elle organise plusieurs conflits en même temps. Vanellope doit gagner contre les coureurs qui l'ont humiliée. Ralph doit protéger celle qui l'a blessé. Calhoun doit affronter les créatures liées à son trauma. Félix doit maintenir en état un monde qu'il ne connaît pas. King Candy doit empêcher la vérité de devenir visible. Le circuit rassemble ces lignes sans les confondre. Quand Vanellope utilise son glitch pour traverser un obstacle, la mise en scène ne présente pas son pouvoir comme une tricherie. Tous les jeux possèdent des techniques particulières et les règles ne sont justes que si elles sont accessibles à tous. Le problème de Sugar Rush était que les autres coureurs avaient décidé qu'une capacité rare ne comptait pas. La victoire de Vanellope modifie donc la définition même de la compétence dans son jeu. Le sauvetage de Ralph par les habitants répond aussi à la question du mérite. Il n'a pas remporté la course, détruit Turbo ou reçu une médaille. Il a seulement déclenché la balise au bon moment. Pourtant, le groupe juge son action suffisante pour le ramener. Le film refuse ainsi l'idée qu'une personne ne mérite l'aide que si elle a produit un exploit spectaculaire. La solidarité arrive parce qu'elle est nécessaire, pas parce qu'un jury a validé Ralph. Après la crise, les personnages doivent faire face aux conséquences matérielles. Sugar Rush est abîmé, le jeu de Félix a été exposé à un danger et Heroes Duty doit vérifier ses systèmes. Le film ne s'attarde pas sur une reconstruction détaillée, mais il montre assez pour que le retour à la normale ne paraisse pas instantané. Félix utilise son marteau pour remettre en état les structures, tandis que Ralph aide physiquement à transporter les éléments. Les deux fonctions deviennent complémentaires de manière visible. Ralph ne quitte pas définitivement Fix-It Felix Jr. parce que son problème n'était pas le lieu. Il croyait que son environnement ne pouvait jamais changer, alors qu'il n'avait jamais changé sa manière d'y entrer. En revenant, il conserve une partie de sa frustration, mais elle ne dirige plus chacune de ses décisions. Il peut aller voir Vanellope entre deux parties, participer à la réunion des méchants et revenir pour son niveau. La circulation devient une liberté concrète. La communauté des méchants évolue elle aussi. Leur réunion n'est plus seulement un endroit où l'on apprend à supporter son rôle. Ralph y retourne avec une expérience qui prouve qu'un personnage peut agir hors du scénario sans perdre toute cohérence. Il ne demande pas aux autres d'abandonner leur identité. Il leur montre qu'une identité peut contenir plusieurs comportements. Cette nuance est plus utile qu'une injonction à devenir gentil. Les références vidéoludiques ont également une fonction de mémoire. Les personnages de Pac-Man, de Street Fighter et d'autres classiques rappellent que la salle d'arcade est faite de couches historiques. Les jeux plus anciens et les jeux plus récents cohabitent, mais ils ne reçoivent pas la même attention. Heroes Duty représente une nouvelle génération de spectacles, plus sombre et plus intense.
Ralph doit apprendre que la nouveauté n'annule pas la valeur de ce qui existait avant, tout comme l'ancienneté ne donne pas le droit de refuser le changement. Le film évite cependant de transformer Heroes Duty en cible méprisable. Calhoun et ses soldats sont sérieux parce que leur jeu exige cette attitude. Leur ton militaire produit des blagues lorsqu'ils rencontrent la naïveté de Ralph. Mais l'invasion confirme que leur prudence n'était pas ridicule. Sugar Rush paraît léger, mais son système politique est dangereux. Fix-It Felix Jr. paraît innocent, mais sa hiérarchie laisse un personnage vivre dans la boue. Aucun monde n'est présenté comme entièrement supérieur. Cette égalité entre les univers donne à l'aventure une vraie cohérence. Chaque borne possède une qualité et un défaut liés à son style. Heroes Duty sait combattre mais ignore la souplesse. Sugar Rush sait inventer et courir mais peut devenir cruel lorsqu'il protège sa normalité. Fix-It Felix Jr. sait réparer les dégâts visibles mais ne sait pas reconnaître les blessures invisibles. Ralph et ses amis doivent emprunter les qualités des autres mondes pour corriger les limites du leur. La relation entre Vanellope et Ralph reste le centre affectif parce qu'elle se construit sur un langage de gestes. Il lui donne une place dans le kart, elle lui montre comment entrer dans une course, il porte la voiture, elle règle le moteur. Même lorsqu'ils se disputent, leur dialogue est lié à des actions concrètes. Leur confiance ne vient pas d'une longue confession, mais d'un ensemble de petits risques pris l'un pour l'autre. Vanellope appelle Ralph monsieur, avec une ironie qui souligne leur différence de taille et d'âge apparent. Il lui répond souvent comme s'il devait être le responsable, alors qu'il ne sait pas mieux qu'elle ce qui va arriver. Cette inversion nourrit la comédie. La plus petite possède la meilleure lecture du circuit, et le plus grand doit accepter de suivre ses indications. Le film utilise la différence physique pour renverser les attentes de compétences. La scène où Ralph raconte son rêve de médaille à Vanellope est un moment de vérité. Il ne parle pas avec le langage des habitants de son immeuble, qui le réduisent à son travail. Il explique qu'il veut être invité, qu'il veut dormir dans un vrai lit et qu'il veut entendre quelqu'un dire qu'il a bien fait. Vanellope se moque d'abord de cette ambition, puis comprend qu'elle désire exactement la même chose sous une autre forme. Elle ne veut pas seulement gagner. Elle veut que son nom apparaisse dans un jeu où on l'a effacé. Cette ressemblance ne supprime pas leur conflit. Ralph peut être possessif lorsqu'il croit perdre la médaille, et Vanellope peut utiliser sa vulnérabilité pour obtenir ce qu'elle veut. Le film garde ses défauts à l'écran, ce qui rend leur réconciliation plus crédible. Ils ne se retrouvent pas parce qu'un narrateur affirme qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils se retrouvent parce que chacun accepte de reconnaître précisément le tort qu'il a causé. Ralph ne prononce pas une excuse parfaite. Il agit. Il revient dans un monde où il est devenu suspect, affronte King Candy et accepte de mettre son propre corps en danger. Vanellope, de son côté, ne se contente pas de lui pardonner en silence. Elle lui donne une place dans la course et lui confie la conduite d'une partie de son avenir. Le pardon prend la forme d'une responsabilité partagée. La structure du scénario reproduit donc la mécanique d'un jeu tout en la critiquant. Chaque monde possède un niveau, un obstacle et une récompense. Ralph franchit plusieurs niveaux, mais les récompenses intermédiaires ne résolvent jamais son problème. La médaille de Heroes Duty ne suffit pas. La copie de King Candy ne suffit pas. La victoire de Vanellope ne suffit pas à elle seule. La véritable récompense apparaît lorsqu'un acte modifie la relation entre les personnages. Le spectateur peut aussi remarquer que Ralph ne devient jamais un héros classique au sens visuel. Il ne porte pas d'armure, n'a pas d'arme spéciale et ne prononce pas un discours de commandement. Son corps reste lourd, ses gestes restent maladroits et ses vêtements restent ceux d'un personnage de borne ancienne. Le film insiste sur cette continuité afin que la transformation ne dépende pas d'un relooking. Une apparence n'a pas besoin d'être corrigée pour devenir digne d'affection. Le costume de Vanellope fonctionne de la même manière. Ses vêtements faits de bonbons et ses cheveux ornés de confiserie signalent son appartenance à Sugar Rush, mais ils ne sont jamais traités comme un uniforme royal. Lorsqu'elle apprend qu'elle est princesse, elle ne change pas immédiatement de tenue pour correspondre à un idéal. Le royaume doit s'adapter à elle autant qu'elle doit reprendre sa place dans le royaume. Le marteau de Félix est un outil comique, mais il représente aussi une forme de pouvoir reconnu. Là où Ralph doit prouver son utilité, Félix la porte déjà dans ses mains. Pourtant, l'outil ne peut pas l'aider à comprendre les autres mondes. Le personnage doit sortir de la confiance automatique que lui donne son marteau. Sa compétence devient réellement héroïque lorsqu'il accepte de demander de l'aide et de travailler dans un environnement où il n'est plus le centre. Calhoun possède l'arme inverse. Elle sait éliminer les menaces, mais elle a du mal à laisser quelqu'un approcher sa vulnérabilité. Sa relation avec Félix lui demande de résister à son premier réflexe, qui consiste à transformer toute émotion en ordre. Elle ne perd pas son autorité en révélant son passé. Elle gagne une autre manière de l'utiliser. Une commandante peut diriger une équipe et accepter de ne pas être seule.
Le dialogue entre ces personnages est souvent court et rythmé par les contraintes du gag. Cela évite que le film s'arrête pour expliquer ses thèmes. L'exclusion, la responsabilité et la mémoire passent par les déplacements dans les niveaux, les réactions aux règles et les objets qui circulent. La médaille change de main, le kart est construit puis détruit, le marteau répare des surfaces, et la balise attire les créatures. Les choses racontent ce que les personnages ne savent pas encore formuler. La menace des cybugs rappelle enfin qu'un monde fermé n'est pas forcément un monde sûr. Les personnages se croient protégés par leurs limites techniques, mais ces limites peuvent être traversées. Ralph découvre la liberté entre les bornes, puis découvre la responsabilité qui accompagne cette liberté. La salle d'arcade ressemble à un réseau avant l'heure. Chaque nœud possède ses règles, mais une erreur de connexion peut toucher tout le système. Cette idée donne une portée contemporaine au film sans qu'il ait besoin de prononcer le mot Internet. Les personnages circulent dans un espace partagé, échangent des informations et transportent involontairement des menaces. La solution n'est pas de fermer tous les câbles. Elle consiste à comprendre les règles, à communiquer et à coopérer lorsque quelque chose les dépasse. Ralph apprend cette leçon à travers une catastrophe qu'il a lui-même déclenchée. Le moment où il accepte de retourner dans Sugar Rush est donc différent de son premier départ. La première fois, il voyageait seul, poussé par la honte et l'envie d'un objet. La seconde fois, il repart avec une connaissance précise du danger et la volonté de protéger une personne. Il ne sait pas s'il sera applaudi. Il sait seulement que rester chez lui rendrait la situation pire. Le mouvement est identique, mais la cause a changé. Cette distinction entre impulsion et décision structure l'arc entier. Ralph agit d'abord parce qu'il veut que les autres cessent de le mépriser. Plus tard, il agit parce qu'il comprend ce que son inaction coûterait à Vanellope et à l'arcade. Le geste final ressemble à un sacrifice, mais le film ne le traite pas comme une punition expiatoire. Ralph ne doit pas souffrir pour être pardonné. Il doit prendre part à la solution qu'il a contribué à rendre nécessaire. Lorsque Félix répare le kart, il ne remet pas simplement les morceaux dans leur état initial. Il améliore certains éléments pour qu'ils résistent à la course. La réparation devient alors une transformation. Cet usage du marteau répond à la situation de Ralph. Revenir à l'état d'avant ne suffit pas. Le groupe doit construire une nouvelle manière de fonctionner à partir des dégâts subis. La restauration de Sugar Rush fonctionne pareillement. Le royaume retrouve ses souvenirs, mais il ne peut pas prétendre que la période de mensonge n'a jamais existé. Les coureurs doivent vivre avec la honte d'avoir rejeté Vanellope. Le film ne transforme pas cette gêne en scène de vengeance. Il laisse la vérité produire un nouvel équilibre, plus fragile et plus conscient. La réconciliation n'est pas un retour exact au passé, c'est un futur qui reconnaît le passé. Ralph et Vanellope restent liés par une promesse simple, se revoir entre les parties. Cette promesse a plus de valeur que la médaille parce qu'elle ne dépend d'aucune performance. Ralph n'a pas besoin de gagner pour être accueilli chez elle, et Vanellope n'a pas besoin de régner pour être la personne qu'il vient voir. Leur lien existe dans le temps ordinaire, après les crises et les courses. La dernière fête de Fix-It Félix Jr. change ainsi de sens. Ralph peut y entrer sans être invité comme une curiosité. Il n'a pas besoin de montrer une médaille ni de raconter son aventure. Les habitants savent ce qu'il a fait, mais surtout ils ont observé la manière dont il est revenu. La fête ne célèbre plus seulement Félix, elle devient un espace partagé, même si Ralph retournera le lendemain à son poste de démolisseur. Le récit garde une petite ironie. Si les joueurs connaissaient la vie de Ralph, ils pourraient continuer à le traiter comme l'ennemi principal de la borne. L'interface ne change pas parce que l'histoire intérieure a changé. C'est précisément ce décalage qui rend le personnage touchant. La reconnaissance la plus importante peut exister dans un monde que personne à l'extérieur ne voit. On comprend aussi pourquoi le film choisit une salle d'arcade plutôt qu'un univers de jouets ou de dessins animés. Les jeux vidéo imposent une répétition visible. Un héros peut mourir et recommencer. Un niveau peut être rejoué sans que les habitants se souviennent toujours de la partie précédente. Wreck-It Ralph utilise cette répétition pour poser une question sur la mémoire. Si votre travail recommence éternellement, vos choix peuvent-ils quand même compter? La réponse du film est oui, parce que les personnages vivent les transitions, même lorsque les joueurs ne les voient pas. La mémoire de Sugar Rush rend cette question littérale. Vanellope a été supprimée des souvenirs des autres, mais ses compétences et ses réactions ont persisté. Le corps garde la trace d'une histoire que le système officiel a effacée. Lorsqu'elle retrouve son identité, les souvenirs reviennent d'un coup, mais le spectateur sait qu'elle n'a jamais cessé d'être elle-même. Une personne ne disparaît pas entièrement parce qu'un groupe cesse de la nommer. Ralph connaît une version plus ordinaire de cet effacement. Les habitants savent qu'il détruit, mais ils oublient qu'il a une vie entre les niveaux. Ils ne voient pas sa solitude, ses tentatives de participer ou sa capacité à se soucier de quelqu'un. Son voyage lui permet de produire des souvenirs que son propre jeu ne pouvait pas contenir.
Quand il revient, il n'est plus seulement une silhouette dans le bas de l'écran. Il est quelqu'un dont les autres ont une histoire à raconter. Le comportement de Turbo offre un contrepoint sombre à cette quête de mémoire. Il veut être vu à tout prix, mais il ne supporte pas que le regard des autres change. Il préfère contrôler les images plutôt que risquer une relation réelle. En effaçant Vanellope, il tente de garantir que son propre récit reste le seul disponible. Sa transformation en Cybug montre le coût de cette stratégie. À force de prendre les traits des autres, il ne sait plus qui il était avant de les voler. La narration du film reste attachée aux conséquences plutôt qu'aux explications. Nous comprenons Turbo en voyant les traces qu'il a laissées dans Sugar Rush, en entendant les souvenirs revenir et en observant sa panique lorsque Vanellope s'approche de la ligne d'arrivée. Aucun long passé raconté ne pourrait remplacer ces preuves. La révélation fonctionne parce qu'elle reconfigure des actions déjà vues. La peur du glitch, les règles de la course, l'autorité de King Candy et l'absence du personnage de Vanellope dans les écrans. Cette relecture est l'un des plaisirs les plus solides du film. Au début, King Candy semble être un monarque protecteur et Vanellope une perturbatrice imprudente. Après la révélation, les mêmes scènes changent de valeur. Le roi n'empêche pas un danger, il protège son mensonge. Vanellope ne provoque pas les bugs, elle porte la mémoire d'un système falsifié. Ralph n'est pas seulement un étranger bruyant, il devient le seul personnage assez extérieur pour voir que quelque chose ne fonctionne pas. La force de Ralph dans l'enquête vient justement de son manque de sophistication. Il ne comprend pas la politique de Sugar Rush, mais il ne sait pas non plus faire semblant que les contradictions sont normales. Les autres coureurs acceptent le récit officiel parce qu'ils y ont grandi. Ralph, qui a passé sa vie à être traité comme une anomalie sociale, reconnaît immédiatement le ton utilisé contre Vanellope. Son expérience ne lui donne pas toutes les réponses, mais elle lui donne une sensibilité aux mensonges de classement. Vanellope, inversement, connaît le circuit mieux que personne, mais ne peut pas faire reconnaître ce savoir. Elle représente la personne qui possède l'expérience du système sans posséder le pouvoir de le décrire. Ralph lui offre une force extérieure, elle lui offre une lecture intérieure. Leur coopération ne consiste pas à choisir lequel a raison, mais à relier deux formes de connaissances qui étaient séparées par les hiérarchies du jeu. La scène de la course où les autres pilotes bloquent Vanellope montre comment un groupe peut transformer une compétition en tribunal. Ils ne cherchent pas seulement à la battre, ils veulent l'empêcher d'apparaître. Cette différence rend son entrée plus importante que sa victoire. Franchir la ligne signifie qu'elle existe dans la même image qu'eux. Le jeu doit alors reconnaître ce qu'il avait tenté de cacher. Le public peut rire des noms de bonbons et des collisions de cartes, mais la logique émotionnelle reste claire. Chaque personnage demande une place dans le cadre. Ralph veut être dans la fête. Vanellope veut être dans la liste des coureurs. Félix veut être utile au-delà de sa borne. Calhoun veut pouvoir vivre avec son passé sans qu'il commande chaque relation. Le crossover rassemble des désirs qui semblent différents et révèle qu'ils se répondent. Cette convergence explique pourquoi la fin ne se contente pas de remettre chacun dans son jeu. Un récit de voyage classique transformerait les mondes visités en souvenirs. Ici, les frontières restent ouvertes. Félix et Calhoun peuvent se rencontrer, Ralph et Vanellope peuvent se visiter, et les méchants peuvent partager leurs expériences. L'arcade n'est plus une collection de cages isolées. Elle devient un réseau de voisinage où les personnages gardent leur identité tout en élargissant leurs liens. Le film ne nie pas pour autant la valeur des limites. Les Cybugs prouvent que toute circulation n'est pas bénéfique. Traverser un câble sans comprendre la règle de sécurité peut mettre tout le monde en danger. La liberté de Ralph doit donc être accompagnée d'attention. Il ne suffit pas de quitter son niveau. Il faut savoir ce que l'on emporte avec soi. Cette idée donne à son aventure une dimension de responsabilité qui dépasse la simple quête de reconnaissance. La médaille représente la logique inverse, un objet compact censé résumer une performance. Ralph veut qu'elle parle à sa place. Elle devrait dire qu'il a été courageux, qu'il a gagné et qu'il mérite une nouvelle place. Mais les événements montrent qu'un symbole ne peut pas transporter toute la complexité d'une décision. La médaille ne dit rien de la créature qu'il a ramenée, de Vanellope qu'il a blessée ou du risque qu'il prendra ensuite. Elle est brillante, mais muette. Le kart de Vanellope est l'objet contraire. Il est imparfait, bricolé, difficile à conduire et impossible à confondre avec une récompense officielle. Pourtant, il contient du temps partagé. Chaque pièce rappelle une action accomplie ensemble. Lorsqu'il est détruit, Ralph comprend qu'il a brisé quelque chose qu'aucune médaille ne pouvait remplacer. Lorsqu'il est réparé, la voiture devient la preuve d'une confiance reconstruite par le travail. Le marteau de Félix relie ces deux objets. Il peut réparer le kart, mais il ne peut pas décider qui le conduira. Il rend la possibilité d'agir, puis Vanellope et Ralph doivent choisir ce qu'ils en feront. C'est une bonne image du rôle de l'aide. Remettre les moyens en place sans confisquer la décision.
Félix devient plus mature lorsqu'il cesse de croire qu'aider signifie contrôler le résultat. La commandante Calhoun fournit le cadre dans lequel cette aide peut fonctionner. Elle sait que l'invasion ne sera pas arrêtée par une intention généreuse. Il faut une balise, un timing et une équipe capable de tenir jusqu'au bout. Son sérieux protège le film d'une résolution entièrement sentimentale. Les émotions comptent, mais elles doivent rencontrer des règles précises. La victoire vient de l'union des deux dimensions. La narration alterne donc des scènes de comédie, des moments de découverte et des phases de tension. Cette variation empêche le concept de salle d'arcade de devenir un simple défilé de références. Un gag prépare parfois une règle produit une catastrophe et une catastrophe révèle un trait de caractère. La vitesse du film est celle d'une partie qui change de niveau sans perdre son objectif émotionnel. La réalisation de Rich Moore utilise des contrastes de taille pour faire sentir les rapports de pouvoir. Ralph domine physiquement les habitants de son immeuble, mais il est minuscule face aux machines de Heroes Duty et maladroit dans le kart de Sugar Rush. Vanellope est petite, mais son glitch lui permet de traverser des espaces que les autres ne peuvent pas atteindre. Les dimensions changent selon le monde, et donc la définition de la force change avec elle. Les couleurs jouent un rôle comparable. Le brin de la boue et du métal accompagne la honte de Ralph, sans la réduire à une palette triste. Sugar Rush emploie des tons sucrés qui deviennent inquiétants lorsqu'ils sont contaminés. Heroes Duty utilise des gris et des lumières rouges pour rendre la menace tangible. Quand les mondes se mélangent, leurs couleurs se heurtent avant de produire une image commune. La direction artistique raconte ainsi la rencontre avant même que les personnages aient trouvé les mots. Les effets du glitch de Vanellope sont également une idée de montage. Son corps saute d'un point à l'autre et produit des images décalées. Au départ, cette rupture semble être une erreur d'animation. Plus tard, elle devient un avantage tactique qui permet de surprendre Turbo et les autres pilotes. Le film transforme une irrégularité de mouvement en langage personnel. Ce qui semblait mal rendu devient précisément ce qui rend le personnage reconnaissable. Le son accompagne cette transformation. Les bips et les effets électroniques de Fix-It Felix Jr. installent une boucle ancienne. Sugar Rush ajoute des bruits de sucre cassé, de moteur et de confiserie. Heroes Duty préfère les tirs, les alarmes et les ordres. La bande sonore ne sert pas seulement à distinguer les lieux. Elle rappelle que chaque personnage est né d'une grammaire de jeu particulière et qu'il doit apprendre à entendre celle des autres. La voix de Vanellope traverse les univers comme son glitch traverse les images. Elle apporte une énergie presque anarchique dans des espaces qui veulent tout classer. Ralph a une voix plus grave, ancrée dans la matière et le poids. Leur dialogue produit une musique où le rythme de l'un ralentit celui de l'autre, puis où la vitesse de l'autre oblige le premier à réagir. L'amitié se construit aussi par cette adaptation sonore. La réception du film a souvent insisté sur son mélange de nostalgie et d'originalité. Cette combinaison explique pourquoi les références n'épuisent pas son intérêt. Les spectateurs reconnaissent des figures familières. Mais ils suivent une histoire qui ne dépend pas d'une licence extérieure. Ralph n'est pas seulement un visiteur chez des personnages connus. Il possède un conflit assez clair pour porter le film lorsque les clins d'œil disparaissent. L'écriture réussit particulièrement le passage d'un objectif égoïste à une responsabilité collective. Au début, Ralph agit pour lui-même et provoque les événements. À la fin, il agit pour que Vanellope et les autres puissent continuer d'exister. Ce déplacement ne condamne pas son désir initial. Il le replace dans une échelle plus large. Vouloir être aimé est légitime, mais l'amour ne peut pas être obtenu en utilisant les autres comme des accessoires de son propre récit. Vanellope aide Ralph à comprendre cette limite en refusant d'être son ticket vers le statut de héros. Lorsqu'il tente de détruire son kart, elle lui montre que son rêve n'est pas un outil destiné à réparer sa réputation. Elle possède son propre but, même s'il se trouve temporairement lié au sien. Cette autonomie empêche la relation de devenir paternaliste. Ralph apprend à aider sans posséder, et Vanellope apprend à faire confiance sans abandonner son jugement. Le passé de Calhoun joue un rôle similaire avec Félix. Il ne lui demande pas d'oublier sa douleur pour devenir plus agréable. Il reste près d'elle lorsqu'elle réagit durement et comprend que sa franchise peut être une armure. Calhoun accepte progressivement qu'une relation ne constitue pas une nouvelle menace à gérer. Le film ne détaille pas chaque étape de leur avenir, mais il donne assez de gestes pour que leur rapprochement paraisse choisi plutôt que programmé. Le mot « héros » change lui aussi de sens. Dans Heroes Duty, le titre est associé à un uniforme, une mission et une médaille. Dans Fix-It Felix Jr., le héros est celui dont le joueur contrôle les mouvements positifs. Dans Sugar Rush, le statut de princesse dépend d'une mémoire retrouvée. Ralph ne correspond à aucune de ces définitions et devient pourtant indispensable à la résolution. Le film ne remplace pas une hiérarchie par une autre. Il multiplie les manières de mériter ce nom. Cette pluralité explique pourquoi la médaille de Heroes Duty ne peut jamais être l'unique conclusion.
Elle appartient à une logique de victoire précise, adaptée à un jeu de combat. Ralph doit apprendre que les récompenses ne se transportent pas automatiquement d'un univers à l'autre. Une action héroïque dans un monde peut être irresponsable dans un autre. Le contexte ne diminue pas la valeur d'un geste, mais il en change les conséquences. La salle d'arcade fonctionne comme une société de métiers. Certains personnages combattent, d'autres conduisent, d'autres réparent ou vendent des objets. Les joueurs voient des rôles ludiques. Les personnages vivent des professions avec leurs horaires, leurs collègues et leur statut. Ralph souffre parce qu'il ne possède aucun espace privé valorisé. Vanellope souffre parce que son métier potentiel de pilote lui est interdit. Félix et Calhoun souffrent parce que leur fonction a absorbé leur identité personnelle. Le film traite ces situations avec une légèreté qui évite la leçon sociale frontale. Les habitants de l'immeuble peuvent sembler ridicules, les gardes de King Candy peuvent tomber dans la crème et les soldats de Calhoun peuvent perdre leur sérieux. Mais derrière la farce, les personnages demandent tous le droit de dépasser leur fiche de poste. Cette question reste compréhensible que l'on connaisse ou non les références vidéoludiques. Le rythme du premier acte est volontairement rapide parce que Ralph a passé 30 ans à attendre. Il suffit d'une image de la fête, d'une réunion et d'une médaille pour que son désir déborde. Les actes suivants ralentissent autour de Vanellope et du kart. Le film donne au spectateur le temps de voir la relation se fabriquer avant de lancer l'invasion. Cette respiration est nécessaire. Sans elle, la trahison de Ralph ne serait qu'un obstacle de scénario. La colère de Vanellope après la destruction du kart est également une pause narrative. Les couleurs continuent d'être vives, mais la scène s'arrête sur les morceaux éparpillés. Le décor ne bouge presque plus. Dans un film qui change rapidement de monde, cette immobilité rappelle que certaines conséquences ne peuvent pas être dépassées par une nouvelle course. Ralph doit retourner seul dans son niveau et vivre avec ce qu'il a fait. Le moment où il regarde la médaille sans enthousiasme est une autre forme de silence. L'objet a rempli sa fonction matérielle, mais il est devenu émotionnellement vide. Les habitants ne se précipitent pas pour l'applaudir, et Ralph ne peut pas leur raconter toute l'histoire sans reconnaître ses erreurs. Cette scène prépare le choix final. Il ne pourra plus agir pour obtenir une réaction. Il devra agir même si la réaction reste incertaine. La mise hors service possible de la borne amplifie cette incertitude. Ralph pourrait être tenté de laisser le jeu disparaître avec lui, puisque les habitants l'ont toujours méprisé. Pourtant, il ne choisit pas la vengeance. Il se souvient que Félix, les habitants et même les joueurs dépendent de la continuité du jeu. Sa colère ne devient pas une excuse pour condamner tout un monde. Il apprend à séparer une injustice réelle du désir de voir les autres souffrir. Le retour de Félix avec Calhoun rend cette décision collective. Ralph ne porte plus seul la faute et ne porte plus seul la solution. Félix doit reconnaître que son absence de curiosité a contribué au problème. Calhoun doit accepter que son protocole de confinement ne peut pas sacrifier Vanellope. Chacun abandonne une certitude pour construire un plan qui respecte à la fois les règles et les personnes. La stratégie finale aurait échoué sans la connaissance de Vanellope. Elle sait où se trouvent les raccourcis, quelles surfaces sont solides et quels virages permettent d'utiliser le glitch. Le jeu lui avait refusé l'accès à la course, mais il n'avait pas supprimé sa compréhension du circuit. Son savoir, comme son identité, a survécu à l'effacement administratif. La victoire révèle que l'exclu était aussi la meilleure interprète de son propre monde. Ralph, de son côté, connaît les structures et les points de rupture. Sa force lui permet de grimper, d'arracher un obstacle et de maintenir une plateforme. Ce talent n'est pas remplacé par une compétence plus noble. Il est recontextualisé. Une capacité destructrice devient utile lorsqu'elle est orientée vers une menace plutôt que vers une personne. Le film évite ainsi de dire que Ralph doit cesser d'être lui-même. Il doit comprendre ce que son pouvoir produit.